Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 18 septembre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit son homologue palestinien Mahmoud Abbas à New York, évoquant le soutien historique et inconditionnel de l'Algérie à la Palestine. Des efforts rapides, coordonnés et unis, c'est ce que préconise le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, pour soutenir ce pays dévasté par les inondations. Le Soudan compterait plus de 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Les ONG évoquent une situation humanitaire catastrophique. Et puis le riz bon marché, c'est fini avec la réduction de l'offre de l'Inde. Les producteurs thaïlandais se bousculent pour augmenter leur production et profiter des nouveaux tarifs. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite à New York aux États-Unis où il doit prendre part à partir de demain à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président algérien a reçu à sa résidence son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier n'a pas manqué de saluer les positions historiques et constantes de l'Algérie à l'égard de la question palestinienne. J'ai été très honoré de rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Nous avons eu l'occasion de se voir dans le passé. Nous avons abordé plusieurs dossiers, en particulier le dossier palestinien. Nous connaissons parfaitement la position historique de l'Algérie concernant la question palestinienne. Le pays n'a jamais cessé son soutien inconditionnel à la cause. L'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien et a toujours fait en sorte de nous apporter toute son aide sans même avoir besoin de la demander. Et sur le terrain en Palestine occupée, un jeune Palestinien a été blessé ce lundi suite à des tirs des forces de l'occupation sioniste près du poste de contrôle militaire de Mazmouria au sud d'Al-Quds occupé. Et aujourd'hui encore, des dizaines de colons sionistes ont fait irruption dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sous une forte protection des forces de l'occupation sioniste. Les colons extrémistes ayant notamment effectué des actes de provocation dans ces enceintes. Al-Aqsa fait l'objet quasi quotidiennement d'une série de violations et d'incursions de colons sionistes dont le but d'imposer un contrôle total sur la mosquée sainte. Et pendant ce temps, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté hier pour protester contre la controversée réforme judiciaire voulue par le Premier ministre de l'entité sioniste Benyamin Netanyahou. Le bilan final des victimes des inondations dévastatrices qui ont frappé la ville de Derna dans le nord-est de la Libye il y a une semaine pourrait atteindre les 20 000 personnes. C'est ce qu'a notamment déclaré le maire de la ville. Actuellement, les secouristes libyens et étrangers s'activent pour retrouver les corps des victimes et les disparus, tandis que l'aide humanitaire dans les zones sinistrées est également en cours. Et les équipes de la protection civile algérienne ont pu retirer hier dans la ville de Derna 47 corps sans vie des décombres dans le cadre de leur mission de solidarité. Au total, plus de 90 corps sans vie ont été retrouvés par les secouristes algériens. Derna, d'où nous parviennent ces images montrant l'étendue des dégâts. Des immeubles entiers ont été emportés par les crues, des voitures ensevelies et des ponts littéralement coupés. Les secouristes tentent d'avancer au milieu des gravats pour retrouver les cadavres, mais leur tâche est sérieusement compromise par d'importantes quantités de boue.
Et je vous disais en titre, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, s'est rendu dans la ville côtière de Derna. Il a notamment souligné l'importance des efforts rapides, coordonnés et unis pour se remettre des inondations qui ont frappé l'est de la Libye. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour observer ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr pour rencontrer les gens, les survivants, ceux qui sont directement touchés par cette catastrophe et aussi pour interagir avec nos équipes sur le terrain. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous devons aller les voir et ils nous diront ce qu'il faut faire. Et à noter que 5 membres d'une équipe de secours grecque ont été tués dans un accident de la route en Libye peu après leur arrivée hier pour participer aux opérations de sauvetage. 3 membres d'une famille libyenne à bord de la voiture entrés en collision avec le véhicule de l'équipe grecque ont également été tués et 2 autres grièvement blessés. Nous l'évoquions en titre au Soudan, les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide continuent d'aggraver la situation humanitaire déjà catastrophique. Le pays compte le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur au monde, selon un rapport de l'ONG internationale Save the Children. Neyla Hamouda. 2 millions d'enfants, dans leur majorité en bas âge. Nous sommes ici dans le camp de Hantoub, dans l'état d'El Jazira, dans le centre-est du Soudan. Ici, comme dans des dizaines d'autres structures équivalentes, les mineurs représentent la majorité des personnes déplacées. Une situation qui aggrave les conditions humanitaires déjà désastreuses dans le pays. Nous vivons dans ce camp depuis mai et nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous. L'avenir est indéfini pour nous et pour nos enfants qui paient le prix de cette guerre. La situation est vraiment mauvaise et nous souffrons beaucoup. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, le conflit au Soudan a forcé environ 3,3 millions d'enfants à fuir à travers le pays, soit plus du double des 3,2 millions de personnes déplacées avant la guerre qui a éclaté à la mi-avril. Des statistiques effroyables qui font dire aux responsables de l'UNICEF que c'est une génération qui est en jeu. Le nombre effrayant d'enfants déplacés est alarmant. Cela ouvre la voie à de nombreux problèmes tels que la traite des enfants et leur utilisation dans des activités criminelles. Leur protection est nécessaire pour prévenir les pires impacts du conflit. Le conflit militaire entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide est entré dans son 6e mois. Tous les voyants sont au rouge. Des maladies comme le choléra, le paludisme, la fièvre et la malnutrition menacent des millions d'enfants. On craint que les conditions ne s'aggravent encore à mesure que les combats se poursuivent. Au Libéria, à présent, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Monrovia, la capitale, alors que le chef de l'opposition, Joseph Boakai, a lancé sa campagne avant les élections d'octobre qui mettront à l'épreuve la popularité de l'ex-star du football, le président George Weah, après un premier mandat controversé. Les difficultés, la drogue qui règne dans notre pays. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent dans notre pays. Donc, nous avons besoin de changement. Le pays a régressé. Le Libéria que nous connaissions n'est plus le Libéria d'aujourd'hui. Lorsque nous changerons le régime actuel de George Weah, nous verrons beaucoup d'améliorations. Il y aura un système normal. Nous ne verrons plus jamais l'importation de drogue dans ce pays qui tue notre jeunesse. Le président Weah est incapable de faire ce qu'il a promis de faire. Pour cette raison, le peuple libérien a décidé de lui retirer le pouvoir. Il n'est pas apte. Un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu ce lundi au Qatar, pays qui a servi de médiateur entre ces deux pays. Le dialogue étant très difficile entre les deux parties. L'échange se fera à la condition du déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens par la Corée du Sud. Nous espérons assister aujourd'hui à la récupération complète des avoirs de la République islamique d'Iran et que tous ces avoirs seront transférés sur le compte de l'Iran dans un pays ami de la région.
Le gouvernement iranien devrait y avoir un accès complet pour l'utiliser selon ses besoins. 5 prisonniers iraniens seront libérés aujourd'hui et en échange, 5 citoyens emprisonnés en République islamique d'Iran seront remis aux côtés américains conformément à leur demande. Nous espérons que ces 2 questions seront finalisées conformément à l'accord. Je vous en parlais en titre, le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors que l'offre mondiale de riz se contracte suite à l'interdiction d'exportation imposée par l'Inde. Les producteurs thaïlandais de riz se précipitent pour augmenter la production de cette denrée afin de profiter de la hausse des prix à l'échelle mondiale. Amalam Zianzitoni. Il y a 2 principales saisons de plantation de riz au cours d'une année en Thaïlande. Au milieu de l'année, les agriculteurs s'abstiennent de planter pour économiser l'eau. Cependant, quelques-uns ont réussi à insérer un 3e cycle de plantation. Objectif, augmenter la production de cette récolte afin de profiter de la hausse des prix mondiaux, malgré les restrictions sur les importations du riz thaïlandais en provenance d'Inde. En ce moment, je rêve d'obtenir entre 10 000 et 20 000 bahts la tonne de riz parce que l'Inde a arrêté d'exporter. Et les gens disent que le Cambodge ou le Vietnam pourraient emboîter le pas, c'est pourquoi nous devons prendre les devants. Les précipitations dont dépendent fortement les riziculteurs ont été inférieures de 18% cette année au niveau habituel en raison de l'impact du phénomène climatique El Niño. Au moment où l'indice des prix du riz a enregistré une augmentation de 9,8% en août 2023. J'ai peur de ne pas avoir assez d'eau, de plus il n'y a pas de pluie. Normalement maintenant l'eau devrait être abondante en raison des fortes pluies, mais il n'y a pas eu de pluie pendant une longue période. Il n'y a eu qu'1 heure de pluie environ depuis mon retour de Bangkok. Le gouvernement thaïlandais a recommandé de limiter la culture supplémentaire du riz cette année afin de préserver les ressources en eau. Cela n'empêche pas les riziculteurs à utiliser des pratiques illégales et moins coûteuses pour pallier à leurs difficultés financières au moment où la majorité croule sous les crédits bancaires. Allez, enfin sport, Formule 1, l'Espagnol Carlos Sainz a remporté hier le Grand Prix de Singapour, mettant fin à une série de 15 victoires consécutives pour Red Bull. Faisal Salah. Sous les projecteurs, Singapour a dit oui à la Ferrari. Carlos Sainz a mis fin à une série de 15 victoires consécutives pour Red Bull en remportant le 15e Grand Prix de la saison et le 2e de sa carrière. Leader de bout en bout, l'Espagnol a dicté le rythme et la Ferrari a tenu la route. Le champion du monde en titre, Max Verstappen, n'a pas réussi à terminer au podium et son record de victoires consécutives a été bloqué à 10. Le circuit urbain semblait l'idéal pour l'équipe italienne, mais pas pour la Red Bull. Verstappen et Perez ont dehors du top 10 à la grille de départ. De l'autre côté, Carlos Sainz a converti sa pole position en victoire en terminant les 62 tours en 1h46 minutes 37 secondes. Suivi par l'un de Norris de la McLaren, deuxième, et le Britannique Lewis Hamilton qui a complété le podium. Oui, c'est une sensation incroyable, un week-end incroyable. Je tiens à remercier tout le monde chez Ferrari pour avoir fait cet énorme effort, pour se redresser et avoir réussi à gagner cette saison après un début difficile. Mais maintenant, nous avons réussi le week-end. Nous avons réussi la course, nous avons fait tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait parfaitement. Nous avons remporté une première victoire dont j'en suis fier et heureux. Toute l'Italie et toutes les Ferrari seront fières et heureuses aujourd'hui. Russell s'est écrasé au dernier tour. La bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen pour la 4e place a été au faveur du Monégasque. Sergio Pérez 8e, Red Bull a terminé hors du podium pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil de novembre dernier. La voiture de sécurité est sortie au 20e tour lorsque la Williams de Logan Sargent a heurté le mur. Esteban Ocon a abandonné suite à un problème de boîte de vitesse. À 7 Grands Prix précédant la fin de la saison, Max Verstappen avec 374 points conserve toujours une confortable avance au classement général devant son coéquipier Sergio Pérez qui est à 223 points. Prochain rendez-vous, le Japon. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.